Donc, mesdames, messieurs, chers diplômés, chers alumni, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie 2023 de remise des diplômes et rencontre annuelle des alumni de la formation continue de l'Institut des sciences de l'environnement et de ses partenaires, que vous voyez ci-dessous. Je me présente, Sylvain Perret, je suis le responsable de la formation continue à l'Institut des sciences de l'environnement. Donc, le programme de ce soir, le voici. Donc, il va débuter par le mot de bienvenue de notre directrice, la professeure Pliguer, ainsi que par un mot aux diplômés de M. Christian Brunier, directeur des services industriels de Genève et conférencier invité de ce soir. Je le remercie d'ores et déjà d'avoir accepté notre invitation et de sa présence ce soir. Je le présenterai de manière plus détaillée, juste en introduction de sa conférence tout à l'heure. Ensuite, on va donc remettre les diplômes. Vos noms seront énoncés, tous les diplômés. Vous êtes invités à descendre pour venir sur la gauche ici pour la photo de groupe pour le diplôme. Nous allons ensuite remettre un prix qui récompense un travail de fin d'études du CAS en développement durable, le prix de la Fédération des entreprises romandes de Genève. Voilà, j'invite la professeure Géraldine Pliguer, directrice de notre institut, professeure à l'ISE et au département de sciences politiques, à vous adresser quelques mots de bienvenue. Merci Sylvain. Monsieur le directeur des SIG, chers responsables des formations continues de l'Institut des sciences de l'environnement, chers enseignantes et enseignants, membres aussi des équipes administratives et de coordination, chers diplômés et aussi chers membres des familles et amis de nos diplômés. Alors, pour vous accueillir en ce moment festif, je voulais partager avec vous ce questionnement qui me hante depuis 2 ou 3 semaines. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible, alors que nous sommes en train d'enregistrer l'année la plus chaude avec 1,4 degré de moyenne, alors que nous avons subi, encore une fois, les pires catastrophes, méga incendies à Hawaï ou en Grèce, inondations dans le Vermont, vagues de chaleur extrêmes en Asie et en Afrique, alors que nous connaissons des températures encore anormales, des reculs massifs des glaciers, des impacts sur nos écosystèmes et la ressource en eau, et alors que nous savons que nous n'avons pas d'autre choix que la décarbonation accélérée de nos économies et de nos sociétés, du besoin rapide de retrait des énergies fossiles, comment se fait-il que nous observions des retraits sur le pacte vert européen, que nous observons une tendance à repousser la mise en œuvre de la loi sur le CO2 en Suisse, pourtant et enfin votée par le peuple, et que nous observions encore de nouveaux investissements et même le lancement de nouveaux projets d'extraction de la part des grands producteurs de fossiles, avec le soutien des grandes banques internationales de la place. Après avoir cru aux utopies du monde d'après, que le réveil est douloureux de percevoir que non seulement les impacts sont de plus en plus visibles et sans doute plus accentués que ce que l'on avait anticipé, mais que ces impacts et ces risques ne sont soit pas les leviers d'action vertueux des moteurs du changement, mais s'accompagnent même d'une fuite en avant. Comment est-ce possible ? Et la première réponse qui me vient est que nous avons peut-être fixé des objectifs sans penser suffisamment aux hommes et que nous avons eu tendance à proposer des trajectoires de décarbonation qui mettent beaucoup plus en avant les contraintes que les opportunités. Et pourtant, les solutions sont là. Les options avantageuses sont là. Les voies pour produire une énergie plus verte qui soit aussi bonne pour le porte-monnaie et le développement humain, les voies pour s'assurer une sécurité énergétique mutuelle qui répondent aux défis climatiques. Ces voies possibles, elles sont à construire sur le plan international, en respect des contextes sociaux et culturels variés, en reconnaissant aussi les défis liés à la dépendance aux énergies fossiles des pays les plus vulnérables, qui n'ont pas la chance, comme nous, d'accéder aux énergies et aux technologies les plus vertes, et que nous devons accompagner dans un esprit d'équité.
Il se trouve que cette semaine, le Conseil fédéral a décidé de me renouveler comme membre de la délégation suisse en charge des négociations climatiques. Et j'irai comme scientifique à Dubaï, à la COP28, parce que je reste un grand défenseur de la coopération internationale. Cette coopération, elle a commencé à porter ses fruits. L'Agence internationale de l'énergie envisage le pic des émissions à l'horizon 2025, ce qui n'aurait jamais été possible sans la mise en œuvre des politiques climatiques nationales et de l'accord de Paris. Même si énormément reste encore à faire jusqu'au net zéro, et même si nous devons construire des barrières étanches avec les lobbies du pétrole qui tentent de retarder l'action, demain à Dubaï ou comme à Genève, je suis convaincue que la voie de la coopération internationale est indispensable pour avancer ensemble et résoudre le problème planétaire. Mais il y a également toute la voie de la mise en œuvre et de l'action locale et régionale, celle dont va nous parler Christian Brunier, celle qui doit prendre au sérieux l'ensemble de nos défis énergétiques et mettre à profit toutes les solutions, celle qui nous amène par le développement durable à penser des solutions avec les hommes pour les hommes, avec la nature pour la nature, celle qui nous amène à penser des villes toujours plus soutenables au plan écologique, des projets urbains qui concilient la qualité de vie, l'environnement et les objectifs climatiques, le besoin de faire de la ressource en eau non seulement le levier de la baisse des émissions, mais aussi l'objet de toutes nos préoccupations tant elle est fragile et source de rivalité. Face à ce paradoxe un peu fataliste, entre ces impacts visibles qui ne mènent pas toujours à des actions vertueuses, vous, diplômés de nos formations continues, acteurs actuels et futurs de la production des villes, de nos systèmes énergétiques, de nos ressources en eau, dans un esprit de durabilité, vous allez jouer votre rôle. Aux familles ici présentes, je voudrais dire merci de vous avoir laissé du temps, de vous avoir donné du soutien. À vous, diplômés, vous dire merci d'avoir déployé toute cette énergie pour que les savoirs, les compétences et les valeurs que nous avions à transmettre nous permettent d'être plus optimistes ce soir devant autant de nouveaux diplômés qui seront portés, chacun à leurs échelles, des solutions aux défis considérables de notre planète et en respect de notre humanité. Je vous remercie, vous souhaite une belle soirée. Cher Monsieur Brunier, je vous invite également à venir dire quelques mots à destination des diplômés et diplômées de ce soir. Merci beaucoup, Madame la directrice, chère Géraldine, Mesdames et Messieurs, chers amis. Moi, je suis vraiment ravi d'être parmi vous, parce que c'est un moment festif et j'aime bien faire la fête. Et puis, deuxièmement, parce que ça célèbre des formations professionnelles qui sont éminemment importantes pour la transition écologique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la volonté politique qui n'est pas au rendez-vous. Géraldine l'a démontré maintenant. On pourrait aussi parler de l'écosystème qui n'est pas encore prêt. Et dans l'écosystème, il y a la formation. Nous ne sommes pas assez de personnes aujourd'hui formées pour affronter l'urgence climatique. Il faut vraiment former beaucoup plus de monde et partout, dans les CFC, dans les filières HES, dans les filières universitaires, nous avons besoin de professionnels de manière importante. La preuve en est, nous sommes en train d'encourager le solaire et quand le client dit « allez, on y va », c'est les PME, PMI qui n'arrivent pas à suivre actuellement. Et les délais sont plutôt de 8 à 12 mois, alors que les gens, quand ils ont décidé d'y aller, ils veulent leur panneau dans la semaine ou dans le mois à venir. Donc il faut qu'on forme beaucoup plus de personnes. Moi, j'aimerais vous dire toute l'admiration que j'ai pour vous, parce que je sais que 95% d'entre vous ont fait leur formation en parallèle d'une activité professionnelle. Le 5% restant, c'est des gens qui sont sortis de l'Uni et qui ont continué un parcours de marathonien, de marathonienne, avec souvent du travail aussi en parallèle, quoi. Moi, j'ai un parcours chaotique au niveau formation et j'ai été formé au niveau universitaire sur le tard.
Et j'ai vu la difficulté de mener une carrière professionnelle, d'être à la fois parent, d'être à la fois très actif en politique, d'être très actif au niveau associatif, mais en plus de faire une formation, quoi. Et là, chapeau bas à toutes et tous, parce que c'est une belle performance de l'avoir fait. Et aussi, je remercie et je félicite beaucoup les familles, parce que souvent c'est un encadrement, c'est pas simplement la personne qui s'engage, mais c'est souvent des concessions aussi qu'on fait envers ses conjoints-conjointes, envers ses enfants, envers ses parents, etc. Donc c'est vraiment un travail de groupe. Un petit mot encore, en vous disant qu'en tant qu'employeur, moi j'aime bien les gens diplômés, les gens qui ont un savoir académique, mais ça ne suffit pas. Et je vous encourage vraiment à faire des parcours de vie divers. Moi, toutes les expériences et les expérimentations sont utiles. Pousser tous les jeunes, par exemple, à faire des super diplômes, c'est pas bien. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont pas faits pour aller à l'école tout de suite, qui sont pas faits pour durer à l'école, et d'avoir d'autres parcours académiques, mais d'autres parcours aussi de vie, c'est éminemment important. Un jeune ou une jeune qui vient de faire le tour du monde sac à dos, je peux vous dire qu'ils ont appris beaucoup plus que vous et nous. La personne qui préside une association, elle apprend énormément de choses. Alors, bien sûr, ça peut être un mauvais président, une mauvaise présidente d'association, comme on peut être un mauvais ou un étudiant ou étudiante. Mais c'est des parcours de vie importants. Donc l'expérience, l'expérimentation de plein de choses, je trouve que ça c'est hyper riche et je vous incite vraiment à le faire. La deuxième chose qui est importante, là, moi, en tant que recruteur, c'est la curiosité. Moi, je préfère avoir quelqu'un qui n'est pas super diplômé, mais qui est super curieux, que d'avoir quelqu'un qui est super diplômé, mais qui n'a aucune curiosité, quoi. La curiosité, c'est comme ça qu'on apprend continuellement. Et on sait qu'un diplôme, au bout d'un moment, ça compte pour 10% de nos acquis. Après, on a 90% qu'on doit aller chercher ailleurs. Donc, il faut vraiment qu'on soit curieux. La faculté d'adaptation aussi. On voit que dans les entreprises, aujourd'hui, il faut s'adapter continuellement. Et donc, là aussi, c'est quelque chose qu'on doit développer. Et puis, la dernière chose auquel on doit toujours penser, c'est le plaisir. Moi, je connais personne qui fonctionne bien quand il n'est pas dans des conditions de plaisir. Et je vous dis, cherchez vraiment le job où vous éclatez, même s'il est moins bien payé, même s'il est plus instable, etc. Mais le plaisir, c'est important au niveau professionnel, d'autant plus qu'on passe beaucoup de temps au boulot. Donc, autant passer des heures plutôt joyeuses. Merci de votre attention. Nous allons commencer cette remise des certificats par le CAS Stratégie et Management des énergies. Donc, chaque directeur de programme aura quelques minutes pour vous dire quelques mots également. Donc, ensuite, après le CAS en Stratégie et Management des énergies, ce sera au tour du MAS en urbanisme et de ses différents CAS. Et nous terminerons par le CAS en développement durable et la remise du prix de la FER-GE qui est spécifiquement attribué à un travail de fin d'études de ce programme. Donc j'invite le docteur Olivier Epli à venir dire quelques mots et à appeler les diplômés. Merci Sylvain. On a déjà eu deux belles introductions sur la transition écologique, sur le rôle de la formation. Je relève, comme Christian Brunier, l'effort méritoire de tous les participants à cette formation, du CAS en énergie, mais j'imagine c'est pareil pour les autres, parce qu'effectivement, ce n'est pas une mince affaire que de mobiliser ces journées en cours de semaine, ces week-ends, ces soirées, ce temps de travail, le fameux travail de fin d'études qui est l'ultime aboutissement et un sacré boulot. Et vraiment, je vous remercie d'avoir fait cet effort et je suis sûr qu'il vous a enrichi de plein de connaissances, mais aussi d'échanges avec vos corélégionnaires qui ont suivi les cours avec vous. Mais moi, ça m'a enrichi aussi parce que c'est toujours un grand plaisir et notamment d'accompagner chacun de vous dans son travail de fin d'études. Je rajouterai juste une phrase par rapport peut-être à la place du management de l'énergie et de ce CAS. On manque de formation, ça a été dit. Il manque des compétences et des moyens, des ressources pour suivre le rythme qu'on voudrait faire suivre au développement des énergies renouvelables, du solaire ou d'autres. Mais on manque aussi d'une prise en charge à un niveau managérial, à un niveau décisionnel,
des enjeux énergétiques dans les entreprises. Si on regarde le défi auquel on est confronté, on sait qu'il ne s'agit pas juste de faire un petit pas, mais un très grand pas. Alors, pas du jour au lendemain, ça se prépare. Et ce n'est pas possible de le faire du jour au lendemain. Et c'est là que le management de l'énergie est intéressant, parce qu'il permet de poser un cadre d'amélioration continue. Et ce cadre va permettre à un moment donné de faire des pas importants. Pour faire un pas important, il faut convaincre la direction générale avec des arguments forts. Donc ça ne se fait pas tout de suite. Mais si on n'a pas ce cadre du management de l'énergie, c'est quasiment mission impossible. Et on sait bien qu'en fait, il faut vraiment pouvoir faire adhérer la direction générale à des changements importants, que ce soit des changements de processus, de process, de machines, des changements de comportement, ou des changements même de produit ou du service qui est rendu. Pourquoi continuer à rendre le même service ou le même produit si fondamentalement ce service ou ce produit a des impacts trop importants sur l'environnement, sur l'effet de serre, etc. Le maître mot, finalement, si on veut réussir ce pari, c'est d'innover. Il va falloir innover, on ne va pas pouvoir se contenter de simplement optimiser, faire un peu mieux. Non, c'est des grands pas qu'il faut faire. Et pour conclure, je dirais que finalement, une priorité pour les entreprises, pour la collectivité publique, c'est de permettre ce processus d'innovation, mais de mettre le management de l'énergie au cœur des processus d'innovation des entreprises. Je vous laisse méditer. Alors, nous avons 10 personnes qui reçoivent un diplôme à l'occasion de cette cérémonie. 3 personnes parmi ces 10 n'ont pas pu être présentes ce soir. Je vais quand même citer leurs noms. On puisse les applaudir. Tu les cites tous. Oui, je vais tous les citer. Alors, la personne, Laurent Babst, malheureusement, Laurent n'a pas pu se joindre à nous ce soir, donc on l'applaudit quand même. Juan Christine, qui n'a pas pu non plus venir. Je vois que ce n'est pas une découverte quand je vous annonce les noms, mais... Natalia Dominia, qui est présente. Bonne nuit. Suivra Natalia Mustafa El Mansouri. Après Mustafa, on a Luis Fernando Elias. Alors après Louise, on a Yves Huguenin, mais malheureusement, Yves n'a pas pu nous rejoindre ce soir. C'est le cas aussi de Valentine Moron. Et maintenant, c'est Patrick Perita qui prend le relais. Suivi de Henri Théma. Où est-ce qu'il est ? il n'est pas là, lui, pardon. Je cherchais des yeux, je pouvais chercher longtemps. Et puis, Philippe de Oliveira Villaca. Alors, lui, il était supposé être là, donc, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, on va faire une photo de famille à la même taille que ma famille. Voilà une slide un peu plus fournie. Donc, c'est autour du master en urbanisme. Donc, j'invite le professeur Matet à venir nous rejoindre, le co-directeur de ce master en urbanisme qui est enseigné en partenariat, en collaboration étroite avec l'école polytechnique fédérale de Lausanne et qui se compose, comme vous le voyez, de 4 CAS. Donc, seront remis ce soir des masses en urbanisme et puis des diplômés du CAS 1, 2 et 3, puisque le CAS 4 est en cours. Bonsoir. Comme beaucoup de choses ont déjà été dites préalablement, je vais être plutôt rapide. Généralement, il faut se méfier quand quelqu'un dit qu'il va être rapide. Voilà, je me déplace. Vous m'entendez mieux ?
commencer par confesser le fait que je suis à la fois ému, impressionné, et puis j'ai une vague interrogation qui m'habite, comme ça, en bruit de fond, en me demandant comment vous nommez, en fait. Comment est-ce qu'on nomme des personnes qui ont fait délibérément le choix d'ajouter des heures à la somme des heures hebdomadaires? Comment est-ce qu'on appelle des personnes qui ont délibérément décidé de marquer un temps d'arrêt dans leur parcours professionnel pour gagner en une distance critique et réflexive sur ce qu'ils sont en train de faire jour après jour? Et comment est-ce qu'on appelle des personnes qui, pour certaines d'entre elles, ont fait le choix de la mobilité éprouvante chaque semaine en venant du lointain Tessin, du moins lointain canton du Jura, du proche canton du Valais, du canton de Fribourg, du canton de Vaud, pour gagner chaque vendredi, de manière très matinale, Genève ou Lausanne. 3 figures, hein. Soit vous êtes des héros, des héroïnes, ou des masochistes un peu inconscients, ou alors vous êtes habité de quelque chose de assez grand, en fait, qui est un peu plus que simplement vouloir acquérir des recettes dans le cadre d'une formation qui vous permettrait, le soir venu ou le lundi venu, de faire le meilleur PLQ de Suisse romande ou de transformer complètement la façon de planifier votre commune quand vous êtes dans le législatif d'une commune neuchâteloise, par exemple. Ce qui fait que cette interrogation me rend en fait plutôt optimiste par rapport au discours de Géraldine, au discours aussi en attente de formation. On voit qu'il y a des personnes qui se forment beaucoup, et qui inventent pendant leur formation. Parce que je pense que si très peu d'entre vous, en tout cas dans le maçon d'urbanisme, ont reçu des recettes applicables immédiatement, vous êtes nombreux et nombreuses à avoir exploré d'autres manières de faire de l'urbanisme et de renouveler nos façons de faire. Que ce soit en analysant des politiques publiques sur l'éclairage nocturne, en réfléchissant à la manière de planifier la nature en ville, que ce soit une réflexion sur comment construire différemment le quartier qu'on fait juste à côté, à la caserne des Vernets, peut-être en mobilisant d'autres matériaux, comme la terre. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser les logiciels et tout ce qu'on appelle la ville intelligente pour gouverner autrement nos territoires? Donc, en fait, vous avez participé à une formidable boîte à idées, vous êtes nourris mutuellement, ce qui fait que très vraisemblablement, on va engager un changement espéré. Par ailleurs, vous, étudiants du maçon d'urbanisme des différentes CAS, vous participez à cette petite goutte qui fait que le canton actuellement qui forme en Suisse, j'ai vu les chiffres, le plus d'aménagistes et d'urbanistes, c'est le canton de Genève, qui forme le plus de personnes au niveau des masters et de la formation continue. Donc pour ça, je vous remercie aussi d'avoir, peut-être de manière un peu inconsidérée, choisi d'ajouter des heures à la somme des heures, d'avoir fait de nombreux kilomètres, semaine après semaine, et puis d'avoir choisi aussi de marquer un temps d'arrêt pour porter un regard réflexif et critique sur votre parcours professionnel, ce qui vous a permis peut-être de gagner en mobilité professionnelle, de vous renouveler, mais assurément pas de trouver des recettes toutes faites pour le développement urbain durable. Voilà, ceci dit, je vais maintenant vous appeler pour obtenir vos diplômes, que vous avez déjà reçus. Mais... Donc, j'appelle les étudiants et les étudiantes du MAS en urbanisme. Lorraine Bétan. Félicitations. Donnez vos diplômes. Marcello Bidinost. Diplôme. Riyad Sheradi. Lionel Giron. Mélanie Meyer. Katia Naouri.
Alexandra Nivergelt, qui n'est pas là. Mathias Panatier, qui n'est pas là non plus. Meral Yilmaz Bilgin, qui n'est pas là non plus. Félicitations. Oui, mais on va faire plusieurs photos. Parce qu'on fait une petite photo de la volée. Après, on va surtout faire une photo où on est tous ensemble. Donc, vous restez. Merci. Donc, ce MAS en urbanisme se compose de 4 casses. Alors, il y a un premier casse qui est un casse thème et échelle de l'urbanisme, pour lequel je ne vais pas refaire un mot. Et je vais me contenter d'appeler les diplômés. Alors, Julien Audemars. Gastoné Boisco. Voirel Juanita. Andrea Soldenburg. Philippe Robir. Mario Rodriguez. Benjamin Vial. Et pour les cas suivants, j'appelle mes collègues qui les pilotent et dirigent. Alors, je voudrais associer Jérôme Chenal, qui dirige avec moi le CAS en projet d'urbanisme et planification spatiale. Et puis, dans les figures que tu as mentionnées, Laurent, il y a aussi la figure d'avoir l'envie, chaque vendredi, de découvrir une personne à laquelle je pense ce soir, qui est Marlène Leroux, qui est un poème, une belle figure, qui n'est pas avec nous ce soir. Et alors, je vais appeler les diplômés, mais il se trouve que je crois avoir joué au jeu des 7 familles et ils sont tous là avec nous déjà en bas. Mais on va quand même essayer de voir s'il manque quelqu'un ou pas. Et donc, Julien Audemars est là, n'est-ce pas? Mais on peut le réapplaudir. Ensuite, Gastoné Boisco. Sachez que vous reviendrez pour le MAS, n'est-ce pas? Donc, c'est que la première fois que vous êtes avec nous. Rendez-vous l'année prochaine. Louise Bruchet, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qu'on peut applaudir. Antoine Courvoisier. Délia Fontaine. Qui rejoint les rangs, sous les applaudissements. Bravo. Qui ne pouvait être avec nous, Anne-Catherine Franzetti. Viorel Ionita. Omer Nadin. Andreas Oldenburg. Philippe Robir. Et avec Mario Rodriguez, qui seront aussi là l'année prochaine pour le MAS. Théodore Teodorescu. Eliane Travelletti. Et Benjamin Vial. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc je suis aussi très content et ému d'être ici ce soir. Donc je vais aussi associer le nom de Stéphane Yost de l'EPFL, qui est mon collègue avec qui nous co-dirigeons ce CAS. Et puis aussi Joël Chetla et Abraham Pointel, société Microgis, qui était présente tout au long de ce CAS. Donc, on est un CAS à l'intérieur de ce MAS. Au début, on avait une mission un peu d'évangélisation, je dirais, l'évangélisation à la donnée géographique, la donnée référence spatiale. Je pense que maintenant, c'est un petit peu moins le cas. Ces données à référence spatiale sont de plus en plus présentes dans toutes sortes de métiers. Il y avait un chiffre qui circulait pendant des années où on disait que 80% des décisions
territoriale ou même plus générale avec une composante spatiale. Je ne sais pas d'où sortait ce chiffre de 80%, comment il avait été fait, mais c'était un chiffre qui circulait. Je ne suis pas sûr que 80% des décideurs ont une formation dans l'information géographique, mais elles progressent grâce à des formations de ce type qui viennent en complément en fait d'une formation de base comme en urbanisme. Mais on a aussi des formations qui concernent les personnes qui travaillent dans le cadre de l'environnement. Donc c'est une corde supplémentaire qui est fournie aux professionnels de l'aménagement, et puis on est très content de pouvoir fournir cette corde supplémentaire. Mais ce que j'aimerais aussi dire, c'est que ces formations continues, c'est pas seulement évidemment en apprentissage qu'on fournit, mais on apprend aussi en tant qu'enseignant énormément de la part des participants, non seulement de la part de leur expérience, mais aussi de leurs compétences professionnelles, mais aussi, pour moi, j'adore observer la manière dont des personnes nouvelles dans le domaine s'emparent de cette information, ce qu'elles en font, et c'est très très riche d'enseignement de ce côté-là. Donc les formations continues sont vraiment des lieux d'échange dans les deux sens, dans ce sens-là. Voilà, alors je félicite globalement tous les récipiendaires, et puis je vais commencer donc la lecture des noms. Julien Audemars. Gaston Boisco. Sandrine Damour. Vincent Davy. Antoine de Montmolin. Anne-Catherine Franzetti. Andreas Oldenburg. Philippe Robir. Mario Rodriguez. Il y a moins de mouvement, hein. Célia Cepé. Et Eliane Travaletti. Et maintenant, on va faire une photo tous ensemble avec Marlène Leroux. Parce que Marlène. Allez, on pense à Marlène et on sourit forcément. N'oubliez pas son petit téléphone qui sonnait pour la fin de vos présentations orales. La petite alarme. Voilà, la petite alarme pénible. J'invite le professeur Balziger, directeur du CAS en développement durable. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous voir nombreuses et nombreux. J'aimerais commencer, avant de vous inviter à les diplômés de venir selon la procédure maintenant bien pratiquée déjà et connue, avec une petite méditation sur l'image que vous voyez sur la diapo. C'est mon collègue Olivier qui avait invité à une méditation, donc je vais la faire, mais pour le CAS en développement durable. En fait, c'est devenu une sorte de marque pour le CAS en développement durable, mais je constate aussi pour la formation continue à l'ISE, grâce à Sylvain Perret. Merci. Est-ce que ça vous est arrivé, les diplômés, que quelqu'un tombe à la maison ou au travail sur la plaquette et vous demande mais qu'est-ce que ça représente ces parachutistes? Est-ce que c'est bien une formation en développement durable que vous suivez? Et vous avez peut-être répondu que ça symbolise la perspective holistique qu'on pourrait avoir de la Terre, du ciel, la synergie qui peut résulter d'une collaboration, ou encore le niveau de concentration nécessaire compte tenu de la situation. Vous avez peut-être fait référence
à l'urgence d'une action incontournable, d'ouvrir le parachute, ou la mauvaise idée de ne pas le faire, ou le faire trop tard. Alors, des objets dans l'air, il y en avait un il y a presque 40 ans, mais qui voyageait dans une autre direction. C'était le 28 janvier 1986. L'objet, c'était la navette spatiale Challenger. Et comme on sait aujourd'hui, à peine 2 minutes après le début du vol, la navette s'est disloquée, tuant les 7 personnes à bord. Dans son analyse désormais célèbre des causes du désastre, la sociologue Diane Vaughan a proposé la notion de normalisation de la déviance, c'est-à-dire le processus par lequel ce qui est au fond problématique devient accepté culturellement, professionnellement. Et elle a démontré ainsi comment les ingénieurs de la NASA, qui ont construit et œuvré sur la navette spatiale Challenger, ont commencé à considérer normal des choses qui étaient finalement à l'origine du désastre. Parce que jusque-là, un désastre ne s'était pas encore produit. Aujourd'hui, j'ai souvent l'impression qu'on pratique une sorte de normalisation de la déviance face aux défis environnementaux, sociaux et économiques, les défis du développement durable. Certes, on en parle, on fait témoignage à des désastres de toutes sortes, mais en le faisant, on pratique quelque part quand même une normalisation. Parce que dans notre quotidien, on n'a pas cette même expérience qu'ont eu les astronautes. Comment faire une rupture de cette normalisation? Alors vous, chers diplômés et diplômées, vous avez fait un choix qui était de choisir une formation en développement durable. Vous vous y êtes consacré pendant un bon moment de votre vie. Vous avez acquis des connaissances et des compétences vous permettant, j'espère, de dénormaliser la non-durabilité. Et ce soir, c'est le moment de marquer l'occasion. Pour l'obtention du certificat de formation continue développement durable Horizon 2030, je vous félicite sincèrement. Je remercie aussi les familles, les compagnons qui l'ont permis. Et j'invite les personnes suivantes. Annie Dewitt. Clotilde Delbruyère, qui s'est absentée. Céline Fornet. Cynthia Guillaume. Marc Arras. Nina Howie. Caroline Hugon. On félicite également Jenny Letellier, qui n'est pas ici. Elodie Marafico. Amandine Mottier. Gabriel Paya. On félicite Steve Rodriguez. Ainsi que Diana Salib. J'invite Blaise Schwertzmann. Il est là. Et Marie-Noël Trameau. Blaise n'est pas là? Non. Blaise. Yann Florin, le coordinateur.
à qui on remercie chaleureusement. Voilà, nous allons donc passer à la remise du prix de la Fédération des entreprises romandes de Genève, qui récompense et met à l'honneur un travail de fin d'études choisi parmi les différents travaux du programme CAS en développement durable. Donc j'invite Madame Sarah Albert, représentante de la FER-GE, ainsi que professeur Balziger à venir remettre ce prix. Alors effectivement, nous avons le privilège d'avoir plusieurs partenaires institutionnels du CAS en développement durable, dont la Fédération des entreprises romandes, qui, on espère chaque année de plus en plus intégrer des dimensions de développement durable dans leur formation phare et qui le fait gentiment. Mais chaque année, la FER gracieusement offre un prix à une lauréate ou un lauréat du CAS. Et cette année, on a le plaisir d'annoncer que c'est Caroline Hugon qui le reçoit. Intitulé « Comment accélérer la transition dans l'offre de biens de services alimentaires pour les Genevoises sur le territoire ». Bravo, Caroline. Voilà, on fait une toute petite pause, le temps de mettre en place la conférence. Monsieur Christian Brunier est à la tête de la Direction générale des services industriels de Genève depuis 2014. Il y a fait ses débuts en 1982, tout d'abord comme apprenti, puis en tant qu'informaticien à la division du système d'information. Par la suite, il a notamment obtenu un MBA de la Business School de Lausanne. Et au sein des SIG, M. Brunier a pris successivement la tête de la direction du département Innovation et Communication, du département Services partagés et en 2010 de la présidence de la direction. Donc M. Brunier est et a été membre de plusieurs comités et conseils d'administration, dont celui d'EOS Holding, dans lequel il siège depuis bientôt 10 ans. Il donne également régulièrement des conférences et anime également ponctuellement, depuis plus de 20 ans, des séminaires du MBA de la Faculté d'économie et de management de l'Université de Genève. Nous avons donc le plaisir de l'accueillir ce soir en Faculté des sciences pour une conférence intitulée « Les défis énergétiques, moins et mieux consommés, des économies d'énergie et des énergies vertes et locales pour décarboner le monde ». Je vous en prie. Merci beaucoup. Vous imposez une conférence un jour festif à 19h alors qu'il y a l'apéro dehors, c'est une torture. Donc je vais aller vite. J'avais une autre conférence, mais je vais la faire un peu plus rapidement, déjà pour permettre éventuellement un échange, puis surtout pour vous permettre d'aller à l'apéro le plus vite possible. SIG, je ne vais pas vous la présenter, vous la connaissez certainement. J'insiste sur 2 points, j'en profite. SIG ne touche pas un centime d'impôt. C'est important parce que tout le monde croit en payant des impôts qu'ils payent SIG. Non, pas du tout. C'est nous qui finançons plutôt l'État et les communes, puisqu'on verse 70 à 80 millions par année. Et puis, SIG n'est pas en monopole. SIG est une partie en monopole. Et quel honneur! Avoir un monopole, avoir 100% de la clientèle, c'est le plus grand devoir qu'on doit affronter. C'est une grande responsabilité. C'est là qu'on doit être les meilleurs sur le marché. Si on n'est pas les meilleurs, on le sait tout de suite. Mais en monopole, on doit être les meilleurs. Donc c'est vraiment à ce niveau-là. Et d'avoir une entreprise où on est en partie sur le marché, en partie en monopole, je pense que c'est assez enrichissant au niveau des expériences, même si c'est des fois difficile à comprendre.
Parlons urgence climatique. Donc là, je suis en train de plomber l'ambiance. Moi, je suis révolté. On a eu une pandémie dramatique, hein, certes. On a arrêté la planète. On a pris des mesures d'urgence au niveau politique. On a dégagé des moyens financiers. On a dégagé des moyens humains comme jamais. Et puis en parallèle, on a l'urgence climatique beaucoup plus dramatique potentiellement. Et là, personne ne se met en état de crise. Ou alors on décrète l'urgence climatique, mais on continue au rythme habituel. Puis on se dit que c'est finalement peut-être pas vrai, que les technologies vont tout résoudre, etc. Je pense qu'il y a urgence et qu'on doit se mettre en situation de crise, d'autant plus qu'à la différence du Covid, Géraldine l'a dit tout à l'heure, on a les traitements, on a les vaccins, on sait comment faire. Alors bien sûr, il faut faire preuve d'innovation, Olivier le disait tout à l'heure. L'innovation, c'est essentiel, mais l'innovation, c'est pour optimiser ce qu'on a déjà. On n'a plus rien à inventer, finalement. Si on met en application ce qui existe, on réussit. On réussit en tout cas à freiner la catastrophe et à maintenir une température encore viable. Donc il faut vraiment qu'on agisse, on le doit par rapport aux générations futures, on le doit au niveau de notre responsabilité. Je crois que jamais des générations aura laissé la planète dans cet état-là. Au niveau de l'entreprise, des SIG, on a fait un truc tout simple. On a décrété un pacte climatique et puis on a fixé 3 orientations. Alors moi, je ne vais pas vous les commenter dans le détail, ce n'est pas ça qui est intéressant, mais je trouve que c'est une démarche qui est assez intéressante parce que c'est une manière de faire. Et nous, on a des communes, par exemple, des petites communes qui n'ont pas l'infrastructure, d'avoir des spécialistes de l'environnement, etc., qui viennent vers nous en nous disant « aidez-nous », puis il y a des PME, PMI aussi, etc. Donc nous, on a fait un truc tout bête. On s'est dit, dans la première chose, SIG exemplaire. Donc on passe en revue tout ce qu'on fait, quotidiennement ou d'une manière épisodique, et on se dit, est-ce qu'on est conforme à l'environnement? Et franchement, on croyait qu'on était assez bon. Bon, on n'est pas fameux. Parce que quand vous commencez à passer au crible chaque action, ben vous voyez que vous pouvez faire beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et ça, on peut le même faire au niveau individuel, hein, et sans grand sacrifice. Mais simplement de se dire, dans ma vie, est-ce que je ne peux pas faire un peu mieux? Et on voit qu'on a des leviers importants. Donc ça, c'est la première chose, c'est SIG exemplaire. Après, c'est SIG engagé, c'est de dire, une entreprise, qu'elle soit petite, grande, publique, privée, ça peut être une association, ça peut être une fédération, qu'est-ce qu'elle fait pour la société? Qu'est-ce qu'elle fait par rapport à l'urgence climatique? Alors nous, c'est notre métier, donc c'est plus facile, mais on a inventorié un peu nos projets. Qu'est-ce qu'on fait en solaire? Qu'est-ce qu'on fait en thermique renouvelable, etc. Et puis après, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus vite, plus loin, plus fort? Parce que c'est ça, l'urgence climatique, c'est d'aller plus vite, plus fort, plus loin, parce qu'on commençait à faire de l'écologie un peu partout, quoi. On n'en fait pas assez, et il faut juste se bouger un peu plus. Puis SIG activatrice, c'est de se dire, ben, on a des zones d'influence, tous, même au niveau individuel aussi, hein, de convaincre la famille d'aller dans une direction, ça vaut aussi la peine, hein, pour un rôti du dimanche, plutôt que s'engueuler sur le match de football. Et sensibiliser au climat, c'est pas mal. Et une entreprise, elle a des leviers énormes de convaincre des gens, de convaincre des politiques, de former des gens. C'est aussi une manière d'influencer des gens. Et nous, on a vu que dans l'écosystème, même si des fois on lançait des actions, ben les actions ne se déroulaient pas parce que les professionnels n'étaient pas au rendez-vous. Donc on forme aujourd'hui des électriciens, des chauffagistes, des ingénieurs, des architectes, aussi aux technologies qu'on développe. Notre philosophie de base, elle est toute simple, finalement. C'est d'abord de moins consommer. Et là, on parle d'énergie, mais vous pouvez faire avec quasiment tous les domaines de la société, hein. Ça marche pour l'alimentation, ça marche pour la mobilité, ça marche vraiment pour tous les domaines. Donc d'abord, on consomme moins. Et consommer moins, c'est pas retourner à la bougie. Ça, c'est la caricature qu'on dit toujours, hein. On peut vraiment beaucoup moins consommer sans réduire son confort. Puis après, à l'intérieur de son confort, on peut dire qu'il y a beaucoup de superflu et qu'il y a des choses qu'on peut se passer facilement. J'y reviendrai après. Après,
quand vous allez consommer moins, ben vous continuez à vivre, donc vous consommez, mais c'est de consommer mieux, consommer plus écologique, des énergies renouvelables. Et puis, après, il y a un incompressible. L'incompressible, on essaie de le compenser. Alors, on a beaucoup vomi sur les compensations environnementales. Alors, c'est vrai que ça donne une bonne conscience et il y a pas mal de compensations qui sont un peu bidons, mais il y a des compensations qui sont aussi utiles. Parce qu'ils financent des projets d'importance. Donc, il faut trier. Il y a des bonnes compensations et des mauvaises compensations. Mais il ne faut pas rejeter tout parce que, de temps en temps, il faut qu'on compense. Parce qu'on ne peut pas réduire et on ne peut pas peut-être consommer mieux. Et puis, l'idéal, mais ça, c'est l'idéal, c'est de changer notre mode de développement. On a un mode de développement sur la surconsommation de tout, alors qu'on peut vivre une sobriété heureuse. Et on peut tous faire des efforts individuellement, collectivement. Et au niveau d'une entreprise, je peux vous dire qu'on peut le faire massivement. Alors, le moins consommé au niveau de l'énergie, c'est l'Office fédéral de l'énergie qui le dit. Ce n'est pas les plus mobilisés, je trouve. Je suis assez critique avec le Conseil fédéral et ses offices. Mais quand même, ils disent qu'on peut réduire de 43% la consommation moyenne d'énergie par habitant d'ici 2035. Et là, c'est sans réduire son confort du tout. Hein. Ça montre le potentiel. Moi, je me suis fait engueuler au début de semaine dans une table ronde par des boulangers qui souffrent des prix de l'énergie. Mais les deux boulangers, et j'étais très en l'empathie, hein, parce que c'est terrible pour eux, eh bien, les deux, ils n'avaient fait aucune mesure d'économie d'énergie, en disant « c'est pas mon métier ». Oui, c'est votre métier. C'est votre métier quand ça compte énormément dans la structure de coûts d'une entreprise, quelle qu'elle soit, et que vous êtes patron ou patronne, c'est votre métier de gérer vos coûts. Il n'y a pas de raison qu'on ne les gère pas. Donc ça vient, les métiers, et nous, on est là pour les aider. Donc là, il y a un potentiel. Moins consommer, c'est bien sûr diminuer son empreinte énergétique, mais c'est aussi diminuer sa facture. Donc, avant de dire l'énergie est trop chère, ce qui a été vrai parce que le marché est fou, moi j'ai toujours dit que c'était un produit qui ne devait pas être soumis au marché, c'est un produit qui doit être contrôlé, la libéralisation des marchés de l'énergie, c'est une bêtise. L'eau, l'énergie, ce n'est pas un produit de consommation vulgaire. Et d'ailleurs, quand il y a des risques de pénurie, qui prend le pouvoir? L'État. Et c'est normal. Donc moi, je pense que d'avoir libéré les produits de base, c'est comme libéraliser l'infrastructure de base, ça ne marche pas. La concurrence, ça marche sur plein de trucs, mais pas sur les produits de base. Donc ça, c'est un des problèmes, et on a eu des marchés délirants, et ça, c'est la résultante de ces libéralisations à tout crin. Moins consommer, c'est d'avoir des constructions d'énergie positive. Là, il y a une image, c'est un des immeubles qui existent en France, hein. C'est de rénover les bâtiments de manière accélérée. Je vous rappelle que la rénovation du bâti à Genève, c'est 1 siècle. 1 siècle, avec l'urgence climatique, ça ne colle pas. Donc il faut accélérer. Et les petits malins qui s'amusent à vider les lois au Parlement pour lutter politiquement contre un Conseil d'État prennent une responsabilité terrible. Terrible. Il y a urgence, quoi. Il faut qu'ils comprennent. Et on ne peut pas se permettre de continuer à rénover le bâti en 1 siècle. Non, il faut le rénover en 20 ans ou 30 ans. Et ça veut dire qu'il faut avoir une politique hyper active à ce niveau-là. Après, il y a des nouveaux équipements, bien entendu. Là, c'est les nouvelles technologies, hein, mais c'est vrai qu'il y a des équipements. Changer ces équipements permet de moins consommer. Il y a des nouveaux comportements, d'avoir une sobriété énergétique plus grande. C'est important. Et puis, bien sûr, il y a les technologies, à condition qu'elles soient en sobriété numérique, qui peuvent nous aider. Les compteurs intelligents, les logiciels divers et variés qui nous aident à mieux consommer, à consommer au moment où il y a suffisamment d'énergie, etc., ça va nous aider. En Suisse, le Conseil fédéral nous dit qu'il y a des programmes d'économie d'énergie dans tous les cantons. C'est faux. C'est faux. Il y a de la sensibilisation dans tous les cantons. Éteignez la lumière en sortant, la petite affichette, c'est très bien. Mais ça, ce n'est pas un programme d'économie d'énergie. Un programme d'économie d'énergie, c'est des moyens investis, c'est du personnel fourni, c'est du personnel formé,
Et ça coûte de l'argent, mais c'est de l'investissement pour le futur. SIG, on investit 20 millions par année dans les programmes d'Éco21. Il n'y a quasiment aucun canton qui fait ça. Un peu Bâle, un petit peu Zurich, quelques villes, Lausanne, Yverdon, d'autres. Mais la plupart des cantons font rien, que de la sensibilisation. Ils investissent que quelques dizaines ou centaines de milliers de francs par année. Il faut qu'ils investissent des millions, parce que ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine. Éco21, c'est l'université qui sort ces chiffres. La ligne grise, ça serait la consommation de Genève sans le programme Éco21. La ligne jaune, c'est la consommation avec Éco21. C'est pas mal. C'est pas mal, d'autant plus qu'on consomme de plus en plus d'électricité pour décarboner. Plutôt qu'avoir une voiture polluante, vous avez une voiture électrique, c'est pas l'idéal, c'est plutôt d'aller en mobilité douce et de limiter ses déplacements. Mais si vous devez avoir une voiture, les voitures électriques, c'est quand même un peu mieux, si possible de petite taille et pas de trop grande taille. Mais il y a donc des usages supplémentaires, les pompes à chaleur, les objets connectés, etc. Donc il y a des usages électriques supplémentaires. Il y a une population supplémentaire. Je rappelle que chaque année à Genève, on se développe massivement. On est la 5e région de développement en Europe. L'année passée, on a eu 7600 habitants de plus, c'est-à-dire on a eu 1 million de plus. On oublie ça. Et tant qu'on ne revoit pas ce développement, eh bien, il faut des programmes d'économie d'énergie massifs pour diminuer ces consommations. Quand je vous disais que ça diminuait l'empreinte écologique, eh bien, l'année passée, on a économisé 252 GVH d'électricité. C'est l'équivalent d'une consommation de 84 000 ménages. Donc, on a effacé la consommation d'une ville, quasiment, d'une grande commune. Si on n'avait pas Éco21, on aurait une ville supplémentaire, une commune supplémentaire. 509 000 tonnes de CO2 en moins. Et puis, on avait fait économiser à nos clients 43 millions. Donc, quand les gens y viennent en disant c'est un monde concurrentiel, en tout cas les grandes entreprises, réduis-moi les prix, ben nous, on dit niet, on ne va pas casser les prix. On va casser les quantités consommées. Mais nos concurrents qui cassent les prix, ça ne va pas être très durable. Parce qu'on casse les prix pour gagner un client, ça dure 1 année ou 2 ans, mais pas plus. Quand vous cassez les quantités consommées, c'est en moyenne 16 ans une économie d'énergie. En moyenne. Donc ça vaut vraiment le coup. Et puis l'Université de Genève nous dit qu'on a créé 780 nouveaux emplois, pas le stage pas payé, des vrais emplois, à Genève, en dehors des CIG. Donc en plus, c'est bon socialement. Donc c'est bien écologiquement, c'est bien économiquement, c'est peut-être l'économie durable, ça, et puis c'est bien socialement. Pour réaliser ça, il faut des moyens, comme j'ai dit. On a déjà investi 572 millions là-dedans. Il faut former des gens. On forme chaque année 500 à 700 professionnels avec les secteurs de branche, avec l'État aussi. C'est important. Moi, on me dit, le type, il n'en a rien à foutre de l'écologie, il continue à vendre du mazout. Mais non. Lui, il a vendu du mazout pendant des décennies, ça nous aura rendu service, on chauffait grâce à ça. Et il se rend bien compte qu'il ne pourra plus vivre du mazout longtemps. Mais c'est un nouveau métier qu'il doit apprendre. Et c'est terrifiant quand on a fait pendant 50 ans un métier, puis dans un second, on dit ce métier va disparaître. Donc il faut aider ces gens. Il faut les aider, il faut les former. Et ça, c'est un boulot qu'on doit faire. Et puis, c'est de faire du partenariat. D'avoir des entreprises comme SIG qui travaillent en partenariat avec les PME, PMI, qu'on crée un écosystème efficace, parce qu'on n'arrive jamais seul. Donc voilà, c'était vraiment des programmes efficients. Et puis après, comme je disais, après moins consommer, il faut mieux consommer. Mieux consommer, c'est sans nucléaire, parce que la Constitution genevoise le dit, mais c'est aussi parce qu'il le faut, parce que gérer les déchets, on ne sait toujours pas le faire. Et quand il n'y aura plus de filière nucléaire et qu'on laissera des milliers de tonnes de déchets toxiques pendant des milliers d'années à des gens qui n'auront plus l'avantage d'avoir de l'énergie, je ne sais pas comment ils vont faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a une chaîne complémentaire, donc on les gère plutôt bien, les déchets. Il y a pas... Mais quand il n'y aura plus l'énergie, mais qu'il faudra continuer à gérer les déchets parce qu'ils sont toxiques, garder le savoir-faire, ça ne va pas être très motivant. Donc ça, c'est une catastrophe. Et jamais une génération a laissé ça à la suivante. Une usine chimique qui pollue ou une mine qui pollue, un siècle après, ça s'est effacé, quoi. Le nucléaire, il faudra plusieurs milliers d'années.
Les énergies renouvelables, on a du potentiel. L'hydroélectricité, déjà, on a de la chance en Suisse. On a 60% d'hydroélectricité. Nos barrages, c'est 60% de notre couverture de consommation. Donc là, c'est un avantage pour la Suisse. On n'est pas à 80% de nucléaire, on n'est pas à 90% de fossiles, comme certains pays. Déjà, on a 60%. On peut optimiser un petit peu ces barrages pour garantir ce 60%. Sur le soleil, on est mauvais aujourd'hui. Le soleil, ça fournit 8000 à 10 000 fois l'énergie consommée sur la planète. Si on en capte un petit peu, ça peut être pas mal. Et à Genève, on est en retard, très en retard. On avait misé dans les années 80, 90, 2000, les débuts du solaire, on misait sur le prix de rachat, en disant avec ça, ça va marcher. Donc la SIG avait fixé le prix de rachat le plus haut, puis on laissait faire, ça ne marchait pas. Ce n'est pas le prix de rachat qui est c'est la complexité du processus. Les gens, ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin qu'on les conseille, qu'on fasse ensemble. On a tenté des expériences dans certaines communes où on a le maire ou la maire qui est là, l'Office cantonal de l'énergie, SIG, les branches électriques, et puis on dit, allez, on démarre tous ensemble. Nous, on valide les projets, les PME, PMI font le boulot, la commune. Et quand il y a le voisin d'à côté, l'autre voisin d'à côté qui y va, tout le monde y va. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire, faciliter les choses, avoir un prix de rachat correct, certes, hein, bien entendu, avoir des aides pour aller chercher des subventions à droite, à gauche, que ce ne soit pas chacun qui fasse le boulot, et ça marche. Donc le solaire, on est mauvais, il faut qu'on arrive rapidement à 20% de la consommation suisse, et c'est possible, c'est vraiment possible. Le programme, en tout cas des SIG, va dans ce sens, le programme de beaucoup de distributeurs électriques va dans ce sens aussi. Et puis les privés font un boulot gigantesque. Individuellement, que ce soit des régies, que ce soit des promoteurs, que ce soit des propriétaires de villas, de plus en plus, il y a des envies. Et puis les locataires, ils sont prêts à faire beaucoup plus. Hein. Nous, on a une population de locataires, je n'ai 80% de locataires. Il y a des gens qui disent, moi, je ne peux pas poser des panneaux solaires, ma régie ne veut pas, mon propriétaire ne veut pas, qu'est-ce que je peux faire ? Vous avez vu, on dit, on va en poser sur le stade de Genève, vous pouvez acheter des parties de panneaux solaires, ça s'est vendu en rien de temps. Hein. Donc les gens, ils ont vraiment envie de s'engager. Donc le solaire, on peut monter à 20%. L'éolien, il faut qu'on monte à 10 à 20%, c'est le programme de la Confédération. Je rappelle que 10 à 15%, c'est 400 éoliennes. Actuellement, on en a 42, je crois, en fonction. L'Autriche, 2 fois plus grande que la Suisse. Il ne me semble pas qu'ils ont détruit leur paysage. Ils en ont 1400 en service. 1400. Nous, 40. Donc il faut qu'on y aille, il faut qu'on en fasse 400. Le WWF lui-même dit que 400, c'est tout à fait compatible avec la beauté des paysages suisses. Alors bien sûr, il ne faut pas en mettre partout, mais on peut en mettre vraiment. Et là, il faut maintenant qu'il y ait des conditions cadres. Le Conseil fédéral, il ne peut pas nous dire « faites 15% d'éolien » et puis nous laisser après dépourvus. Là, nos projets, ils mettent 20 ans. À SIG, on a planté la première éolienne au Tessin. Notre projet, c'est 20 ans. J'étais en Bavière dernièrement. Dès qu'ils localisent un terrain, ils produisent le premier kilowattheure 3 ans à 5 ans plus tard. Nous, 20 ans d'études. 20 ans d'études et de réalisation. C'est trop long, ça veut dire qu'économiquement, c'est une débâcle. Et puis pendant ce temps, on n'a pas d'énergie en hiver. Et je rappelle que l'éolien est très efficace en hiver. C'est là où on est le plus mauvais en Suisse. Donc il faut qu'on le développe à ce niveau-là. Et puis bien sûr, s'il faut encore développer, il y a la géothermie des grandes profondeurs. Mais d'abord, faisons de la géothermie basse et moyenne profondeur pour apprendre le métier et pour produire de la chaleur. Alors je vous ai parlé de l'électricité. Très rapidement, on parle toujours d'électricité quand on parle de décarbonisation. On ne parle pas assez de la chaleur et du froid, alors que là, au niveau de la facture énergétique et la facture écologique, c'est solide. Hein. Aujourd'hui, en Suisse, c'est 91% d'énergie fossile qui est utilisée pour chauffer et se refroidir, essentiellement mazout, gaz, un peu de chauffage électrique dans certains cantons, avec l'énergie fossile. Donc c'est un désastre. Donc il faut qu'on travaille à d'autres solutions. Alors d'abord, on isole les bâtiments, bien sûr, mais après, on a de quoi faire au niveau local. Je rappelle que Génilac, c'est le lac Léman, notre source d'énergie. Hein. C'est un truc tout bête. À 45 mètres de profondeur, la température de l'eau ne varie quasiment pas. Qu'il fasse canicule à l'extérieur ou gel historique, on est toujours entre 7 et 8 degrés.
Eh bien, 7 à 8 degrés, si vous allez capter cette eau et que vous la diffusez l'été quand il y a une canicule, ben, ça vous rafraîchit. Ça ne climatise pas, ça rafraîchit, mais ça suffit largement. Tous les immeubles de manière écologique. Et puis avec une pompe à chaleur, ben, c'est 7 à 8 degrés de gagné, plutôt qu'aller capter l'air à moins 10. Et ça vous permet aussi de chauffer vos immeubles à ce niveau-là. Donc le lac Léman, c'est un réservoir d'eau potable magnifique qui produit une eau très bonne à boire, mais en plus c'est une énergie. Et puis Géniter, c'est ce qu'il y a sous nos pieds. On a vu avec nos différentes études de géothermie qu'on a un potentiel énorme. Alors ça ne va pas être facile d'aller la chercher. Forêt, c'est jamais facile. En milieu urbain, c'est très difficile, mais on a du potentiel. On commence les premiers projets, hein, et on a des projets qui sont en cours actuellement. Le but, c'est de les développer et d'avoir des projets d'ampleur grâce à la géothermie. Et puis, il y a d'autres choses. Parler du lac Léman, j'ai parlé de la géothermie. On peut parler de la valorisation énergétique des déchets. À partir des déchets qui sont incinérés au Chenevier, aujourd'hui, on produit de l'électricité et de la chaleur. Alors, bien sûr, l'idéal, ce serait qu'il n'y ait pas de déchets. Mais tant qu'il y en a, au moins qu'ils servent à quelque chose. Donc, de l'électricité, de la chaleur. Il y a les rejets de chaleur industriels. C'est massif. Hein. Il suffit de se promener à côté de certains garages, à côté de certains centres de données. C'est de l'énergie qui peut vraiment être utilisée. On récupère par exemple la chaleur des tunnels du Léman Express pour chauffer certains immeubles, etc. Donc il y a vraiment des procédés. Il y a le free cooling, on l'oublie beaucoup. La plupart des centres informatiques sont rafraîchis avec du froid produit avec de l'électricité toute l'année. Alors qu'une partie de l'année, le froid, il est jusque de l'autre côté du mur. Hein. Le capter et l'introduire dans le bâtiment, ça vous permet d'avoir un rafraîchissement assez peu coûteux et en plus très écolo. Et puis, panneaux solaires thermiques, c'est aussi des solutions à des moments. Et puis, il y a les collecteurs d'eau usée, hein, les égouts produisent de l'énergie, du biogaz, des bois avec des filtres à particules, etc., etc. Il y a vraiment du potentiel. Et SIG, nous allons investir 1,4 milliard dans les 10 ans pour les réseaux thermiques structurants, pour avoir de la chaleur et du froid plus renouvelables. Ça va générer aussi des investissements privés. Alors privés, c'est au sens large du mot, hein, ça peut être des communes aussi, ça peut être des fonds de placement, etc. Mais 1,5 milliard de plus, donc on a un projet de 3 milliards. C'est le plus gros projet industriel de Genève, c'est le plus gros projet écologique de Genève dans la décennie. On a eu le Léman Express, maintenant on a les réseaux thermiques structurants. Donc c'est des projets en plus qui vont être porteurs, qui vont créer de la dynamique économique locale et qui vont créer de l'emploi. Donc c'est aussi au niveau développement durable tout à fait dans la conformité des règles. Je rappelle que la Suisse dépense 8 à 15 milliards, ça dépend comment on calcule, pour acheter des énergies fossiles, polluantes, dangereuses pour la santé publique. J'aurais pu rajouter souvent à des pays relativement peu fréquentables. Et franchement, si on produit localement, vert et démocratiquement contrôlé par nous, c'est quand même nettement meilleur. Et il y a du potentiel partout, on a vu jusqu'à présent. Ma conclusion, on dit que ça va être très difficile de sortir des énergies polluantes. Bon, en Suisse, moi je crois que si on se bouge, si on met les moyens c'est des mesures politiques, c'est des mesures cadres, c'est de la simplification, c'est de l'investissement financier et humain, bien entendu, eh bien, on peut véritablement sortir au niveau de l'électricité très facilement, au niveau thermique, avec un peu de patience et d'engagement, on y arrivera aussi. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. On va passer aux questions-réponses. Je vais solliciter Yann et Elodie pour faire passer les micros. Donc vous levez la main si vous avez une question profonde et intelligente. Ce sera là. Bonjour, Baudouin Heinrich, je suis un ancien élève du CAS. Management en énergie, voilà, avec Docteur Appelli. Donc j'habite pas Genève, même pas le canton.
Moi, je dois dire que je trouve que la politique qui a été menée par les SIG est absolument remarquable et malheureusement pas assez publiée en Suisse et partagée dans les autres cantons et dans les autres villes. Je l'ai découverte en suivant le CAS et je trouve que c'est absolument remarquable. Venant d'un autre canton, donc je suis arrivé ici en me promenant à pied le long du quai et j'ai pu contempler les magnifiques affiches pour les élections au Conseil national. Et il y a notamment une superposition de deux affiches qui m'a marqué. L'une d'elles disait « Notre priorité, votre pouvoir d'achat » et celle du dessous disait « Notre climat, votre voix ». Deux propositions radicalement différentes venant de deux bords radicalement opposés. Et vous êtes donc gestionnaire de réseaux d'infrastructures avec des coûts fixes qui seront potentiellement un jour assez incompressibles. On sait ce que ça coûte des tuyaux, du génie civil, des centrales électriques, etc. Comment vous allez faire, vous, en tant que SIG, pour que pour vos clients, ce soit compatible notre pouvoir d'achat et notre climat? Moi, je pense qu'il faut faire les deux. Donc, je ne pense pas qu'on peut opposer le pouvoir d'achat au climat. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire les deux. D'ailleurs, si vous ne trouvez pas de solution au pouvoir d'achat, les gens ne vont pas s'intéresser au climat. C'est malheureusement comme ça, quoi. Donc, moi, je pense qu'on peut faire les deux. Vous avez vu, d'ailleurs, on est l'une des villes qui a le moins augmenté son électricité. Alors, je répondrai à votre question après, mais je fais juste une parenthèse. C'est justement parce qu'on fait attention à conjuguer les deux. Quand l'énergie est très, très basse, moi j'ai des confrères ou des consoeurs à travers la Suisse qui me disaient « tu ne sais pas gagner de l'argent avec de l'énergie ». Et nous, on avait une politique d'approvisionnement très sage. Notre but, ce n'était pas de spéculer, c'était d'approvisionner au meilleur coût et avec de la sûreté d'approvisionnement au maximum. D'autres se sont amusés à spéculer. Et aujourd'hui, c'est un peu la population qui paye. Donc nous, on a pu augmenter un peu moins. Les marchés d'énergie sont fous et nous, on produit que 25% d'énergie de Genève, donc on va acheter le reste. Donc c'est clair qu'on subit les marchés. Et c'est le cas de beaucoup de villes en Suisse, mais il y en a qui ont dû augmenter beaucoup plus parce qu'ils ont joué un peu avec le feu, quoi. Ils ont joué un peu avec le feu. Et moi, ce qui m'a scandalisé, c'est par exemple de voir que certains grands producteurs suisses, alors qu'ils devraient avoir de l'argent plein les poches, quand vous êtes grand producteur et que les prix sont hauts, vous êtes riche automatiquement. D'un seul coup, elle a demandé l'aide de la Confédération à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils ont fait autre chose que vendre leur quantité produite. Donc, de nouveau, l'idée, il ne faut vraiment pas spéculer avec l'énergie, parce que c'est quelque chose de rare, de stratégique, et qu'il faut faire attention au pouvoir d'achat et à l'écologie. Sur les réseaux thermiques structurants, parce que je pense que c'est ça que vous évoquiez, c'est clair qu'on a une infrastructure importante, et puis on développe l'infrastructure massivement actuellement, et on n'a pas encore les clients au bout de la canalisation, parce que y a des clients qui viennent de changer leur chaufferie, ils ne vont pas passer à Géniter ou à Génilac comme ça, parce que le quartier est en train de se construire, etc. C'est l'histoire de tous les réseaux. C'est l'histoire de tous les réseaux. Si on avait pensé que rentabilité, on n'aurait jamais développé l'eau potable. On l'aurait développé dans quelques quartiers qui avaient les moyens de se payer l'eau potable. Mais franchement, développer l'eau potable pour un quartier défavorisé ou pour un quartier peu peuplé, c'est pas rentable. Donc, c'est pour ça que c'est de l'infrastructure, entre guillemets, étatique, que ce soit l'État, une régie publique ou je ne sais quoi. C'est pas des produits marchands. Et quand, d'ailleurs, le marché l'a pris, quand il y a les multinationales qui ont pris l'eau, on a vu ce que ça a donné. La thermique, c'est la même chose. Donc, nous, on est en train de calculer le juste prix. Le juste prix, si on veut gagner de l'argent tout de suite, on n'arrive pas à vendre un kilowattheure parce que c'est trop cher. Ça serait trop cher. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un prix marché. Et puis, l'idée, c'est de lisser ça sur 30 ou 50 ans pour pouvoir, à un moment donné, être viable. Parce qu'on doit vivre, on doit renouveler le réseau, on doit l'entretenir, etc. Mais le but, c'est pas de faire du bénéfice. C'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'entretenir des installations et de les renouveler. Donc voilà, on va prendre un prix qui sera un prix
marché et qu'il n'y ait pas le prix gain immédiat, quoi, ça c'est sûr. Moi, je suis un peu gêné par vos propos. Vous mettez tout beau. Vous savez, la géothermie, vous ne parlez pas que ça génère des mouvements de terre. Je ne sais pas si vous avez une éolienne derrière chez vous, mais j'en doute. Donc moi, j'en veux pas personnellement. Donc les réseaux électriques sont dangereux pour l'agriculture. Vous citiez également qu'une mine, après 100 ans, ça a disparu. Je vous demande de reviser vos documents. Donc, quand vous avez déterré le minier, donc c'est pour des centaines d'années et pas pour 100 ans. Et donc, on pourrait très bien imaginer d'avoir plusieurs sources et de ne pas dénigrer ni une ni l'autre. Donc, je suis favorable parce qu'on est des consommateurs d'énergie. Mais ce qui me gêne le plus, c'est que vous mettiez tout ça tout beau quand en réalité, il y a énormément de... Chaque technologie a ses problèmes et il mériterait quand même de les mettre en connaissance de cause. Les panneaux solaires, c'est également des choses, des durées de vie qui sont très courtes. Les éoliennes, on enterre les pales. Personne ne sait, mais on enterre les pales des cimetières de pales. Il n'y a aucune récupération qui est faite. Donc, il faudrait modérer pour être crédible. Et SIG devrait quand même mettre le pour et le contre. Vous n'avez pas tort. Sur certains aspects, oui, je vais y revenir. Dès que l'être humain entreprend quelque chose, il pollue. Ça, c'est sûr. Donc, il faut limiter les impacts. Et c'est vrai que plutôt consommer des énergies renouvelables que des énergies fossiles, ça limite sensiblement les impacts. Et c'est ce que j'ai voulu démontrer. Quand je dis l'éolien, c'est mieux que le pétrole, ben oui, c'est mieux que le pétrole. Et ça, je le maintiens. Quand je dis que le solaire, c'est mieux que le nucléaire, je le maintiens aussi. Je le maintiens. Le nucléaire, il n'y a jamais eu quelque chose d'autant dangereux avec des déchets qu'on ne sait pas gérer, mais qu'on ne sait vraiment pas gérer. On nous dit oui, mais avec les nouvelles technologies, on va pouvoir les gérer. Comment on développe ces nouvelles technologies et qu'est-ce que ça veut dire gérer? Qu'est-ce que ça veut dire gérer? Donc moi, je choisis mon camp, c'est vrai. En plus, ça tombe bien parce que la population genevoise, très clairement, l'a même inscrit dans la Constitution. Et le rôle d'un dirigeant d'une entreprise publique, c'est d'appliquer la Constitution. Donc ça tombe bien. S'ils avaient inscrit comme quoi on devait faire du 100% nucléaire, je ne serais pas dirigeant d'une entreprise publique, ça c'est sûr. Vous avez raison, l'éolien, alors ça peut faire un peu de bruit. Assez modestement quand même. Je ne sais pas si vous avez déjà été à côté d'une éolienne. Je rappelle qu'on les implante à 500 mètres des premières habitations en principe. Quand vous êtes à 500 mètres et que vous arrivez à entendre une éolienne, c'est que vous avez une ouïe très fine, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi, les gens qui me disent « je ne veux pas d'éolien à côté de chez moi », alors qu'ils vivent dans un endroit hyper calme, je leur dis « mais quand on vit ensemble, dans le même pays, dans la même région, mais dans le même pays, on se partage les richesses du pays, on doit aussi se partager un peu les nuisances. Quoi. Parce que les mêmes personnes qui trouvent très bruyante l'éolienne qui est à 500 mètres de chez eux, c'est des gens qui ne se posent pas beaucoup de questions quand ils viennent prendre l'avion à Cointrin et ils ne se disent pas qu'il y a des cités autour qui subissent les bruits d'avions, pas d'éolien, d'avions. Donc voilà, on vit dans la même société. Il y a des aéroports en Suisse, on a des besoins d'énergie, il y a des endroits où on peut mettre des éoliennes. Alors, moi, je ne suis pas pour des implantations très massives. Ou alors, je fais comme au Portugal, où on dit il y a des zones éoliennes, puis là, on développe massivement les choses, puis on fout la paix aux autres. Moi, je suis plutôt pour en implanter, comme dit le WWF, 400 de manière assez discrète, mais qui produisent de l'énergie. Et les éoliennes, les premières étaient peu recyclables. Les nouveaux modèles, ils sont recyclables à 100%. Donc il y a aussi des améliorations, ça c'est l'innovation qui permet ça. Donc aujourd'hui, l'éolien, c'est en bilan écologique l'énergie la plus propre. Et puis, quand vous n'avez plus envie d'utiliser une éolienne parce que, je ne sais pas, vous voulez construire quelque chose où ça commence à gâcher votre paysage, vous pouvez l'enlever. Et le lendemain, quelques mois plus tard, vous retrouvez un terrain normal. Quand vous enlevez une centrale nucléaire, vous n'habitez plus jamais. Ou alors vous êtes très courageux. Moi, je ne dirais pas en tout cas habiter sur un site nucléaire. Donc voilà, il y a quand même des plus et des moins. Alors dans chaque solution, il y a des plus et des moins. Et là, je n'ai pas été dans le détail, parce qu'autrement, je vous bouffais l'apéro. Mais par contre, il y a quand même des choix importants à faire. Et ces choix, moi, je les fais sans problème.
Un parti de transition énergétique serait de passer vers les voitures électriques. Mais il n'y a pas l'impression qu'on a beaucoup d'avance sur le canton de Genève dans les moyens de recharger. Qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager les propriétaires des immeubles d'installer des stations de rechargement autour des immeubles, dans tous les parkings? Donc, il y a beaucoup de choses encore à faire pour faire cette transition plus rapide. Merci. Alors vous avez parfaitement raison, on est assez en retard à Genève. On est en train de rattraper un petit peu le retard, tout simplement parce que les gens ne posaient pas des bornes parce qu'il n'y avait pas de voiture, puis les gens n'achetaient pas de voiture parce qu'il n'y avait pas de bornes. Donc à un moment donné, on n'y arrive pas. Et nous, on a demandé l'autorisation maintenant de poser pour environ une dizaine de millions des bornes à perte, financièrement, hein, sur la voie publique. Alors on prend un petit risque parce que les villes qui sont très en avance, ils en ont peu sur la voie publique. Mais les villes qui sont très en avance, ils ont peu de locataires, ils ont des propriétaires. Et quand vous êtes propriétaire, vous faites ce que vous voulez dans votre garage, vous installez une borne, vous avez une prise électrique, etc. Quand vous êtes locataire, la plupart des locataires, je suis locataire, moi j'ai pas de prise électrique dans mon garage par exemple. Donc c'est compliqué, et ma régie, j'arrive pas à discuter avec. Donc c'est compliqué. Donc la voie publique qui ne marche pas dans les pays qui ont développé déjà l'électromobilité, peut-être qu'à Genève, dans une population de locataires, ça va peut-être marcher. Mais on n'est pas sûr. Donc on teste. Il y a des communes testent. Loncy, par exemple, vient de développer assez massivement avec nous l'électromobilité. Et puis après, il faut que tout le monde s'y mette. Donc les propriétaires immobiliers. Il y a aussi une alliance contre nature à Genève. Je le disais hier, j'étais avec des propriétaires immobiliers, j'ai cru que j'allais soulever un peu d'opposition, puis finalement, ils étaient assez à l'écoute. Il y a une alliance aujourd'hui sur toutes les mesures d'assainissement des bâtiments, de pose des bornes électromobilité, etc. Une alliance des locataires, des milieux de locataires et des milieux immobiliers. Ils s'affrontent, mais ils sont d'accord, à vrai dire. Parce que les milieux de locataires ne veulent pas entreprendre des actions parce qu'ils ont peur que ça augmente les loyers. Et puis les milieux de propriétaires, ils ne veulent pas mettre des actions de transition écologique parce qu'ils ont peur que ça augmente les coûts de construction, les coûts de rénovation. Ils ont tous raison. À part que c'est un peu couillon parce que de moins consommer, à un moment donné, on va se rattraper sur l'investissement. Et des fois, massivement. Moi, je prends un exemple tout bête. Les allées d'immeubles, il y a encore plein d'allées d'immeubles qui sont allumées jour et nuit, tous les jours de l'année, alors qu'on a, dans les immeubles où on a installé de l'éclairage intelligent, en 2-3 ans, 3-4 ans au maximum, on a amorti l'installation. C'est un super plan, quoi. Super plan économique, et en plus, écologiquement, c'est pas bête. Donc voilà, il faut maintenant mettre autour de la table les milieux de locataires et propriétaires, parce qu'ils ont envie de faire des trucs, mais ils n'osent pas. Il faut qu'on trouve le moyen de dégager ceci. Et puis, il faut penser l'électromobilité un peu différemment. Quand certaines régies me disent, qui sont ouvertes, et qui me disent « Oh, on va mettre des bornes dans tous les box », ce n'est pas la solution. Là, de nouveau, on va avoir une infrastructure pléthorique. Une voiture, ça ne charge pas 24 heures sur 24. Donc, il faut mutualiser le parking individuel, mais la voiture individuelle, je pense qu'elle arrive à sa fin. Donc, il faudra restructurer un peu la société, et il faut qu'on le fasse. Et il faut qu'on soit un peu imaginatif à ce niveau-là. On va passer à l'apéro, non? J'ai encore une question. Merci. C'est toi qui me poses une question. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'un service industriel peut faire au niveau cantonal, local. Maintenant, je me pose la question, quelles sont les conditions cadres du point de vue des SIG que vous aimeriez voir changer dans l'avenir pour pouvoir aller plus vite? Donc, quels sont les 2 ou 3 changements de votre point de vue qu'il faudrait réaliser? Alors, à Genève, on a de la chance. On a vraiment de la chance parce qu'on a un conseil d'État, quelle que soit sa couleur politique, parce que moi, j'ai connu les 2 couleurs politiques, qui, au niveau énergétique, qui ont envie de faire des choses. Donc, et qui nous laissent faire des choses. Moi, j'aimerais que ce soit la même chose dans tous les cantons. Et puis, on a une chance aussi à Genève, c'est qu'il y a un distributeur seulement. On est le seul canton où il y a un seul distributeur. On va me dire, c'est du monopole, mais c'est efficace. Et quand on a un ministre, un président de conseil d'administration, un directeur général qui sont sur la même longueur d'onde aussi, ça va plus vite aussi.
Donc nous, les conditions cadres, elles sont très bonnes à Genève. Après, c'est l'écosystème qu'il faut mettre en place, l'écosystème interne à SIG. Il y a plein de trucs où on est encore très mauvais, il faut qu'on s'améliore. On est encore trop lourd, trop long, etc. Il y a des habitudes. Moi, je peux vous dire un truc tout bête. J'arrête pas de vanter les mérites écologiques de SIG. Et puis, on a fait une piste solaire cyclable. C'est un petit bout, on teste un truc. Hein. Ben, par exemple, moi, je vantais les ingénieurs qui ont fait ça, mais j'ai appris qu'après, on a dû se battre parce que les ingénieurs ne voulaient pas mettre du béton recyclé parce que ça ne tient pas, selon eux. Ce qui est une bêtise totale. Ça tient très bien. On n'est pas en train de construire une tour de 80 étages, on est en train de construire quelques panneaux solaires sur... Mais voilà, il y a des traditions, parce que depuis 30 ans, on leur disait que le béton recyclé, ce n'était pas efficace, donc ils continuent à le dire alors que c'est devenu efficace. C'est devenu efficace, vraiment. Donc il faut qu'on change l'écosystème interne, les mentalités, ça vient, hein, mais ça prend du temps. Et puis après, c'est l'écosystème global, parce que, ben, comme je disais, les professionnels, ils sont des fois pas formés, les professionnels, ils sont des fois pas assez. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on change. Maintenant, ce qu'il faut changer, c'est la politique nationale. La politique nationale, parce que là, il y a un beau programme. Franchement, le programme, par exemple, énergétique de la Confédération, il est vachement bon sur le papier. Il est bon que sur le papier. Il n'y a aucune condition cadre qui est fixée. Mais vraiment aucune condition cadre. J'ai dit l'éolien tout à l'heure, mais c'est la même chose pour le solaire. C'est la même chose pour les économies d'énergie. Donc, on peut faire 43% d'économie d'énergie, et qu'on leur dit, mais tu fais quoi pour obliger? Ils disent, ah non, non, on n'oblige pas, on incite. On incite ceux qui ont envie de s'inciter, ils l'ont déjà fait, quoi. Donc, si on veut être plus à faire des économies d'énergie, il ne faut pas inciter, il faut contraindre. Et puis, une conseillère fédérale me disait, il n'y a pas très longtemps, oui, mais on contraint comment? Parce qu'après, on n'arrive pas à contrôler. Mais oui, c'est facile le contrôle. C'est regarder combien les gens investissent. Si on dit à chaque canton ou chaque distributeur électrique, voilà les objectifs, et puis après on contrôle ce qu'ils investissent, et l'atteinte de l'objectif, c'est facile à contrôler, on n'a pas des milliers de cantons. Donc il manque de volonté politique au niveau de la Confédération, et c'est dommage parce qu'on pourrait être parmi les premiers à être décarbonés, au niveau énergétique en tout cas, et on doit être les premiers. On est un pays... hyper avantagé, mais hyper avantagé. On est un pays relativement riche, on a des ressources humaines, on a de l'innovation, on a tout. Donc on doit être les premiers en la matière et on n'est de loin pas les premiers actuellement. Je vois que vous parlez d'hydrogène et je voudrais savoir un petit peu, il existe aujourd'hui des chaudières hydrogène. Est-ce que vous allez mettre des moyens dans l'hydrogène pour fabriquer de l'hydrogène? Enfin, il y a des villes qui mettent les moyens là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, nous, on est en train de développer des réseaux thermiques. Donc, rajouter de l'hydrogène ou produire de l'hydrogène, ce n'est pas la priorité à ce niveau-là. Par contre, il y a un besoin d'hydrogène, à condition que ça soit de l'hydrogène véritablement renouvelable. Je n'utilise pas hydrogène vert parce que j'étais en France dernièrement, puis j'ai vu ce que c'était l'hydrogène vert. Donc, c'est soi-disant décarboné. Paraît-il que le carburant nucléaire, ils arrivent à le sortir sans CO2, ce qui est quand même une première. Mais bref, je ferme la parenthèse. Donc là, il y a un besoin pour les gros véhicules d'avoir autre chose que du diesel. Et on n'a pas beaucoup de solutions. Donc l'hydrogène est utile. Produire de l'hydrogène, c'est de perdre beaucoup d'énergie. Hein. Donc il faudra avoir des surplus énergétiques. Le surplus énergétique, on peut en avoir. C'est quand on aura recouvert les toits... eh bien, en été, on aura trop d'énergie solaire, et là, le transformer en hydrogène, ça vaut la peine. Tant qu'on n'a pas de surplus énergétique, c'est quand même pas simple, et c'est quand même pas très efficace de produire de l'hydrogène. Alors moi, je serais pour produire, et on est dans un partenariat avec Migros d'ailleurs là-dessus, un peu d'hydrogène pour les camions locaux, pour les transports de camions locaux, mais ensuite, c'est d'attendre qu'on ait du surplus énergétique, parce qu'aujourd'hui, la priorité, c'est plutôt de produire l'électricité que de produire l'hydrogène vert. Voilà, c'est une question de priorité, mais c'est quelque chose, on est en veille, on va rester mobilisé là-dessus, parce qu'à l'avenir, on en aura besoin, quoi. Pour hydrogène, on en parle maintenant de ce que vous faites là, mais j'ai l'impression que l'Union européenne fait beaucoup plus que la Suisse. Est-ce que Genève inclut un peu ce qui se passe, ou on est totalement dehors? Alors l'hydrogène en Europe, il se pose moins de questions. Donc c'est clair que, bon, moi je connais bien le marché français,
ils veulent produire à fond avec leur centrale nucléaire de l'hydrogène en disant que c'est de l'hydrogène décarboné. Donc on peut débattre là, bien sûr. Moi, je pense que ce n'est pas la solution, de nouveau. Donc, par contre, il faut qu'on développe le solaire massivement et puis qu'on utilise les surplus énergétiques. C'est ça. Moi, je trouve que la transformation des surplus énergétiques en hydrogène, c'est malin. Si c'est de l'hydrogène vraiment renouvelable, produire de l'hydrogène pour de l'hydrogène, pour moi, ça ne vaut pas la peine, quoi. Mais on est un peu lié au programme européen parce qu'on est dans le projet avec Nomads, la fondation Nomads, avec Migros, avec ABB Sécheron, etc. Donc on est dans cette dynamique. En tout cas, on est en veille, mais pas beaucoup plus actuellement, quoi. Je remercie encore une fois M. Brunier pour sa conférence et ses réponses aux questions.